17 conventions pour renforcer la coopération entre le Maroc et le Mali dans plusieurs domaines. La cérémonie de signature des documents a été l'occasion pour Sa Majesté Mohamed VI de décerner au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, la plus haute distinction honorifique du Maroc. Coopération toujours cette fois dans l'artisanat en Afrique de l'Ouest. Les artisanes de 8 pays échangent à Bamako sur les stratégies à mettre en place pour permettre aux femmes d'occuper une place de choix dans le métier. Madame, Monsieur, bonsoir. Jeudi 20 février, je vous souhaite la bienvenue dans ce journal. Le Mali et le Maroc renforcent leur coopération avec la signature aujourd'hui de plusieurs conventions. Ces accords touchent quasiment tous les domaines. Les documents ont été paraphés en présence du président de la République et du roi du Maroc. Sa Majesté Mohamed VI a auparavant décerné au chef de l'État le collier du Wassam Al-Mohammadi, la plus haute distinction honorifique du Maroc. Le reportage de Ibrahima Traoré. En visite au Mali depuis 72 heures, le roi du Maroc est accueilli au palais présidentiel par le chef de l'État. Les deux dirigeants se retrouvent pour la seconde fois pour un tête-à-tête. Même si rien n'a filtré de leur entrevue, les deux chefs d'État devraient discuter de la consolidation et de la diversification de la coopération entre le Mali et le Royaume du Maroc. Cet entretien est suivi aussitôt d'un moment fort, la décoration par Sa Majesté du président Ibrahim Boubacar Keïta qui reçoit le collier du Wissam Al-Mohammadi, la plus haute distinction honorifique du Maroc. Le chef de l'État et le roi Mohamed VI se sont rendus ensuite dans la salle des banquets pour présider la cérémonie de signature de 17 conventions entre les deux pays. Dans le domaine de la santé, l'accord signé porte d'une part sur le jumelage et la coopération entre l'hôpital Gabriel Touré et le centre hospitalier Ibn Roche de Casablanca et d'autre part sur le jumelage et la coopération entre l'hôpital du Point G et le centre hospitalier Ibn Sina de Rabat. Je viens de signer avec mon homologue malien deux conventions afin que nous puissions, la main dans la main, améliorer la prise en charge de nos concitoyennes et nos concitoyens. D'abord en ce qui concerne la formation dans les deux secteurs et particulièrement les stages des collègues maliens au Maroc, et puis la gouvernance et le management dans le domaine de la santé. Il y a les évacuations sanitaires et le Maroc est disposé à accueillir, recevoir certaines pathologies graves, difficiles à traiter au Mali, dans nos hôpitaux universitaires. Mais bien sûr, autre chose, accompagner le Mali en toute modestie dans la prise en charge, la prévention et la prise en charge des maladies transmissibles, particulièrement les IST-SIDA, et enfin la santé maternelle, la santé de la mère et de l'enfant. Autre accord important, celui concernant le changement du contrôle indirect de l'assautellement. Le document permet de clarifier surtout le partenariat entre l'État malien et le groupe Maroc Télécom. Maroc Télécom était détenu par une partie de ses actions par Vivendi. Et Vivendi a décidé de les céder à Etisalat. Et dans les accords entre l'État du Mali et le groupe Maroc Télécom, il était normal qu'ils demandent notre avis favorable. Et ce qui fut fait, et cette cérémonie de signature de protocole vient juste mettre en conformité notre accord qui a été déjà préalablement donné au groupe Maroc Télécom. Maliens et Marocains se sont engagés aussi à dynamiser le climat des affaires dans les deux pays à travers leurs patronats respectifs. Le document paraphé par les deux parties ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre les chefs d'entreprise du Mali et du Maroc. Économiquement, nous ne sommes pas assez présents. Donc, une coopération sud-sud, c'est quoi? C'est un échange d'expériences, c'est une croissance partagée, c'est un développement partagé et on se prend la main dans la main, nous entrepreneurs, nous privés, pour pouvoir construire notre propre continent avec les expertises et les ressources, qu'elles soient humaines ou autres, que nous avons à offrir les uns aux autres. Cet accord-là va mettre en place un conseil d'affaires Mali-Maroc. Nous allons faire un forum d'hommes d'affaires maliens et d'hommes d'affaires marocains. Et ce forum se fera au mois d'avril. Donc ce forum va permettre de faire un partenariat pour choisir les thèmes
choisir les hommes d'affaires, les opportunités, travailler en synergie et avec les Marocains pour que lors de ce forum-là, qu'il y ait des partenariats, qu'il y ait la concrétisation de projets secteur privé malien et secteur privé marocain. Le Mali entend également profiter de l'expérience marocaine en matière de formation professionnelle. La convention signée dans ce sens touche plusieurs secteurs de développement. Et nous mettions l'accent en priorité sur le secteur privé, et notamment l'entrepreneuriat, notamment le monde rural, notamment les industries, les transports, l'hôtellerie, tourisme, etc. Donc tous les domaines de l'économie nationale sont concernés par la formation professionnelle. L'Office national de l'électricité et de l'eau potable du Maroc et la Société malienne de gestion de l'eau potable ont signé aussi une convention de coopération technique et de formation. Les deux structures s'engagent à échanger désormais leur savoir-faire pour le bonheur des populations. Et nous poursuivons avec la signature des conventions entre le Maroc et le Mali, économie, finance, élevage, agriculture, industrie, mines, transport et le commerce totalisent 11 conventions qui permettront au Maroc de se positionner sur la scène de la reconstruction du Mali. Aïssata Ibrahim Maïga nous fait le point. Les enjeux de cette visite sont multiples. La signature de la dizaine de conventions en est la preuve. D'un côté, un accord relatif à l'encouragement et à la protection réciproque des investissements et de l'autre, une convention sur la non-double imposition et de lutte contre l'évasion fiscale. C'est une convention faite classique qui permet de donner la visibilité aux investisseurs pour qu'ils ne soient pas justement doublement imposés au Mali et au Maroc. Pour concrétiser tout cela, des structures bancaires marocaines et maliennes sont impliquées à travers des conventions de partenariat. La finalité de cette convention est de lancer le plus rapidement possible, après accord évidemment des autorités monétaires, d'une structure dédiée à la microfinance, des financements pour des activités génératrices de revenus récurrents pour de larges couches des populations. La convention que je viens de signer, c'est un protocole entre les producteurs de coton du Mali et la BIM qui est dirigée par les Marocains au Mali ici. Ça veut dire qu'il y a un protocole qui va nous accompagner de donner des lignes de crédit au niveau des producteurs. Ce partenariat Sud-Sud se jouera aussi dans les domaines miniers et industriels de notre pays. D'ailleurs, pour matérialiser la signature qui vient d'être faite côté industrie sera posée dans 2 jours la première pierre d'une cimenterie maliano-marocaine. On veut accélérer et promouvoir la construction de cimenteries au Mali, enfin de permettre aux Maliens d'avoir un accès à un logement à un prix abordable. Ça consiste à la construction d'une cimenterie de 500 000 tonnes pour un investissement de 30 millions d'euros et qui sera opérationnel dans les 16 à 18 mois prochains. Pour le ministre malien des Mines, c'est surtout le début d'importants échanges dont chaque partie tirera profit. Et cela à travers 2 protocoles et un mémorandum d'entente de coopération entre la société MEDS et le Mali. Et donc on veut bénéficier de cette expérience marocaine pour nous aider dans notre stratégie, dans notre ambition de transformer localement les matières premières ici au Mali. Et ça commence dans le domaine agro-industriel. Pour accroître la productivité côté élevage, Marocains et Maliens ont signé un accord de coopération. On a un élevage extensif, de très faible productivité et très faible niveau de prélèvement. Avec le Maroc, nous avons la chance de bénéficier d'une aide importante en semences d'origine, en semences animales. Nous allons mettre en chantier des programmes d'amélioration génétique pour produire des sujets plus aptes, plus productifs pour le lait et plus productifs vraiment pour la viande. Et ce faisant, nous serons à mesure de répondre aux besoins des Maliens. Liés par l'histoire, la culture et aussi les multiples prochains investissements, le Mali et le Maroc le seront davantage dans le transport. Pour cela, l'ex-Bamako-Rabat deviendra plus fluide et à des prix concurrentiels. Nous visons à travers cette convention de voir plus loin. C'est comment, disons, cette connexion entre
Bamako et Casablanca va servir toute la région. Ça va permettre plus de mobilité pour les hommes d'affaires marocains, les hommes d'affaires maliens. Et au-delà de ça, ça veut dire donner plus de possibilités à des tarifs qui seront très compétitifs avec une qualité, si vous voulez, de services aériens et plus de fréquences des deux côtés. Si la coopération entre le Mali et le Maroc remonte aux années 60, la présente visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI va vraisemblablement lui donner un nouveau souffle. Le séjour de Sa Majesté le roi Mohamed VI sera marqué par des manifestations culturelles. L'initiative est de l'association malienne d'amitié Mali-Maroc Amama. Nous proposons donc ces images. C'est ainsi donc qu'il y a eu hier soir une cérémonie culturelle au siège de l'Amama pour fêter le séjour du roi. D'autres associations comme le CNJ, le Forum national des jeunes, l'association des Marocains vivant au Mali accompagne donc l'Amama dans cette initiative. Et dans le cadre du voyage royal, demain, le roi du Maroc et le président de la République assisteront à la grande prière du vendredi, une prière qui sera retransmise en direct sur l'ORTM. Ajoutant que dans l'après-midi, ils poseront ensemble la première pierre de la clinique périnatale à Sebeni-Koro. Après une visite de 24 heures, le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, a quitté notre pays ce matin. Il a été accompagné à l'aéroport international de Bamako-Sénou par plusieurs membres du gouvernement. Le président du Conseil européen était venu échanger avec les autorités maliennes sur la coopération entre le Mali et l'Union européenne. Il s'est également adressé au Parlement malien. Au cours de sa visite, il a réitéré l'accompagnement de l'Union européenne pour la reconstruction de notre pays. Le président du Conseil européen poursuit sa visite en Afrique, où il se rendra donc au Niger et au Bénin. La table ronde consultative sur la problématique des conflits au Mali, telle que perçue par les communautés de base, a eu lieu ce matin ici à Bamako, organisée par Conacipal Mali et CIPRI. Cet événement entre dans le cadre du programme de renforcement des contributions de la société civile à la paix, à la sécurité et au développement du Mali. Avec Rachel Tessougué, les thèmes de cette table ronde. Cette table ronde vise à recueillir les conceptions de l'ensemble de la société civile sur les causes des conflits répétitifs qui déstabilisent le Mali. Elle s'attelle à dégager une vision commune stratégique en vue d'une paix durable et d'un développement harmonieux du pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver des solutions durables pour qu'il y ait la paix, la stabilité au niveau du Mali? Donc c'est la raison fondamentale pour laquelle nous avons organisé cette table ronde, pour échanger et puis réfléchir sur les défis et les enjeux, réfléchir également sur les piliers de la réconciliation, les conditions de la réconciliation. Selon les organisateurs, une participation significative au processus politique nécessite la connaissance du terrain politique et social. Il est essentiel d'avoir des données factuelles et des informations directes fondées sur les communications avec la population en général et bien entendu en particulier la population touchée. Deuxièmement, il est de notre expérience que la présentation des conclusions et recommandations d'une recherche ont une influence importante sur la façon dont ces informations sont reçues. Au cours de cette table ronde, il a été également question des relations entre les institutions étatiques, les autorités traditionnelles et les communautés de base. Les travaux de la Confédération des artisanes de l'Afrique de l'Ouest ont démarré ce matin à la Maison des Jeunes de Bamako. Il s'agit de créer un espace d'échange entre les actrices ouest-africaines de l'artisanat. L'ouverture des 10 travaux était placée sous la présidence du ministre de l'Artisanat et du Tourisme. Reportage de Youssouf Diakité. Pendant 5 jours, les femmes venues de 8 pays d'Afrique vont échanger leur expérience en matière de création artisanale. L'objectif est de créer un espace de dialogue et d'échange de technologies artisanales. Quoi de plus instructif, de plus avantageux et de plus intégrateur que de voir des artisans du Bénin, du Burkina Faso,
de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, du Niger, du Togo, du Sénégal, franchir les frontières de notre pays dans l'optique de rencontrer leurs collègues, de partager leurs expériences respectives. Tout cela est rendu possible grâce à l'accompagnement des partenaires inconditionnels de l'artisanat, notamment le Bureau de la coopération suisse au Mali. La coopération suisse au Mali s'est associée à cette initiative de la Fédération nationale des artisans, FNAM, pour marquer son intérêt au secteur de l'artisanat et à toutes les initiatives qui valorisent ce secteur stratégiquement important pour le Mali dans sa quête de création d'emplois. L'artisanat occupe plus de 40% de la population active au Mali. L'organisation de cet important événement traduit la volonté des plus hautes autorités de notre pays à soutenir l'artisanat, surtout l'artisanat féminin. Sous l'impulsion de la Confédération des artisans de l'Afrique de l'Ouest, un réseau ouest-africain des femmes artisanes a vu le jour à Niamey en 2004, dont l'un des objectifs est d'assurer la promotion d'activités féminines dans le secteur de l'artisanat. Le Mali célèbre demain 21 février la journée internationale de la langue maternelle. L'édition de cette année a pour thème national « Investissement dans nos langues maternelles, facteur de développement durable ». Pour le ministre de l'Éducation nationale, le processus de réconciliation ne peut se faire sans les langues qui sont parlées par les communautés à la base. Ces propos sont recueillis par Inaba. La célébration de la Journée internationale de la langue maternelle revêt pour le Mali une importance capitale, car elle constitue un espace pour communiquer, informer et sensibiliser la population tout entière sur l'importance, les enjeux et les perspectives des langues maternelles dans le développement économique, social, politique et culturel de notre pays. Plus qu'un simple outil de communication, la langue maternelle constitue le socle de notre identité culturelle. La bataille pour une véritable intégration sociale et un développement endogène durable ne peut être gagnée sans un investissement conséquent dans la langue nationale. Il est en effet difficile pour un pays de se développer en dehors de sa langue et de sa culture. L'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous, EPT, et des objectifs du millénium pour le développement, OMD, passe par la valorisation de nos langues nationales en tant qu'outil de développement. C'est le lieu pour moi de lancer un appel vibrant en faveur de l'utilisation des langues maternelles dans tous les domaines de la vie publique et dans tous les secteurs de développement. 7e session du conseil d'administration du centre de formation des collectivités territoriales. C'était ce matin. La session a permis aux administrateurs de mettre en place une stratégie pour la période 2014-2016. La priorité sera de mobiliser les ressources financières pour faire face aux obligations du centre. Abdraman Maïga. Pour cette année, le Centre de formation des collectivités territoriales axera l'essentiel de ses efforts autour de la mobilisation des ressources financières lui permettant de faire face à ses obligations de 2014. Il s'agit notamment de la promotion de la bonne gouvernance, de l'amélioration des conditions de travail. À cela s'ajoute le renforcement des relations avec les partenaires techniques et financiers et la dotation du centre d'un système de financement des activités. D'ores et déjà, je peux dire l'année 2013 n'a pas été une année très facile dans les activités de formation des élus et agents des collectivités territoriales, en conformité avec le cadre juridique tracé par l'arrêté sur le régime des études du CFCT. Pour 2014, le Centre de formation des collectivités territoriales table sur un budget équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 995 millions de francs CFA. Ce budget, contrairement à celui de l'exercice précédent, arrêté à 1,314 milliard de francs CFA, a connu une baisse de plus de 24%. Cette diminution est due à l'épuisement du fonds destiné à la construction du nouveau siège. Sans aucune fausse modestie, nous pouvons tous afficher aujourd'hui une certaine fierté devant les acquis auxquels chacun et tous
ont positivement contribué dans le sens de l'animation de notre cadre de renforcement des capacités des collectivités territoriales. Cette 7e session a également permis aux administrateurs d'adopter une vision commune du plan d'action 2014-2016 du centre, d'identifier les possibilités de formation et de discuter des orientations futures du centre. Le programme Compétitivité et Diversification Agricole, PCDA, bénéficie d'un financement additionnel d'environ 9 milliards de francs CFA. Ce financement, assuré par l'Agence internationale de développement, vise la consolidation des actions du programme d'ici 2015. Pour l'heure, les membres du Comité national de pilotage et d'orientation du programme font le point des activités menées. Agali Agissa. Le programme Compétitivité et Diversification Agricole, PCDA, vise à développer le secteur de l'agriculture. Il s'agit de promouvoir les filières agricoles à travers l'appui et l'organisation des producteurs ainsi que la transformation et la commercialisation des produits. Les résultats enregistrés en 6 ans pour un investissement total d'environ 23 milliards 200 millions de francs CFA sont satisfaisants. Il y a eu beaucoup d'activités réalisées. Au niveau du financement des sous-projets, le PCDA a mis en œuvre à peu près un peu plus de 300 sous-projets qui ont généré des emplois fixes pour près de 600 personnes. Compte tenu de toutes ces réalisations, l'Agence internationale de développement a accordé un financement additionnel d'environ 9 milliards de francs CFA pour la consolidation des activités du programme. La 7e session du Comité national de pilotage et d'orientation du programme statue ainsi sur l'agenda 2014 du programme. Et les activités vont se concentrer autour du renforcement et de l'amélioration des chaînes de valeur pour lesquelles nous avons des avantages comparatifs avérés. Le renforcement du partenariat public-privé et surtout pendant cette année nous allons mettre un accent particulier sur la consolidation et le renforcement des capacités des interprofessions. Une enveloppe de 6,4 milliards de francs CFA est prévue pour la mise en œuvre de ces activités qui sont en droite ligne de la politique nationale du département en charge de l'agriculture. C'est pourquoi le représentant du ministre du Développement rural, Moussa Kamara, a réaffirmé le soutien de son département au projet. L'Agence nationale de développement des biocarburants, ANADEB, souhaite intensifier cette année la production de l'huile de jatropha. Pour son budget 2014, l'agence a besoin de plus de 970 millions de francs CFA. Le compte-rendu de la 6e session ordinaire du conseil d'administration de l'ANADEB, c'est avec Moïse Traoré. Le projet de budget 2014 de l'Agence nationale de développement des biocarburants, ANADEB, est de 973 millions. Nous allons utiliser cette culture de jatropha comme culture de contre-saison, où il y aura beaucoup de revenus pour les périodes où il n'y a pas les productions vivrières. Donc, 2014, nous allons avoir beaucoup d'huile, justement pour substituer le gasoil utilisé dans le milieu rural pour les plateformes et pour tous les petits moteurs qui seront utilisés dans le milieu rural. Ça sera une énergie locale, produite localement pour les besoins locaux. Sur les 33 000 emblavés hectares aujourd'hui, nous attendons une production environ, pour un hectare nous avons 1000 litres au minimum. Au cours de cette 6e session ordinaire du conseil d'administration, il est bien sûr question de la promotion et de la production des biocarburants à base de jatropha ou barani. Parmi les entraves, on peut citer les aspects institutionnels et juridiques, le foncier et la fiscalité. Ces barrières doivent être levées très rapidement pour commencer à produire en grande quantité l'huile et la commercialiser. Sans un programme R&D, c'est-à-dire recherche et développement bien ficelé, il serait difficile de faire évoluer la filière. Conformément à ses missions, l'ANADEB participe à la définition des normes et appuie la recherche et développement sur les biocarburants.
9e session du comité de pilotage du projet création de zones libérées durablement de la mouche tsetse et de la trypanosomiase en Afrique de l'Ouest et de l'Est. Ce comité va adopter le budget 2014 sans le financement du Fonds africain de développement qui a pris fin. Le reportage de Mamoru Sidibé. Les travaux de la 9e session du comité national de pilotage du projet création des zones libérées durablement des mouches tsetse et de la trypanosomiase en Afrique de l'Est et de l'Ouest se tiennent dans un contexte particulier. Il s'agit de la fin du financement du Fonds africain de développement, d'où un impératif dans la prévision du budget 2014 estimé alors à 200 millions de francs CFA contre plus d'1 milliard de francs CFA en 2013. Le projet s'est beaucoup doté en termes d'équipement de pièges, écrans et insecticides. Donc le budget cette année il ne sera utilisé que pour le fonctionnement du projet. Donc ce qui fait que nous pourrons réellement atteindre les objectifs. En somme, les activités 2014 seront marquées par le recentrage de celles de 2013 qui ont été exécutées à souhait. L'année 2013 a été marquée par le démarrage des activités dans le bassin du Bani avec la pulvérisation aérienne des zones infectées sur 5000 km². Des barrières de protection en vue de protéger la zone assainie ont été installées. En outre, en prélude aux activités de l'année 2014, le projet a effectué un contrôle de densité dans l'ensemble des cercles du bassin du Bani. Rappelons que ces projets s'emploient à la réduction de la population des mouches tsetse sur environ 19 000 km² dans le bassin du Bani et de leur éradication sur environ 18 000 km² dans le bassin du Niger. 7e journée scientifique du syndicat autonome des pharmaciens d'officines privées du Mali. Les travaux ont débuté ce matin au CICB. Après la trêve de 2012, la journée annuelle est une occasion pour les hommes en blouse blanche d'échanger sur plusieurs pathologies. Lamine Keita. Le syndicat autonome des pharmaciens d'officines privées du Mali, SINAPO, veut instaurer un climat de confiance entre les acteurs de la santé et les patients. D'où l'organisation de cette journée scientifique 7e déjà. Nous avions choisi 2 thèmes pour qu'on ait suffisamment de temps pour débattre et améliorer nos connaissances. Nous essayons à chaque édition de choisir un thème pertinent en rapport avec l'actualité. Et cette année, on a mis l'accent sur la femme et l'enfant. La femme par rapport à ses problèmes gynécologiques et l'enfant par rapport à ses infections ORL, surtout les rhinopharyngites, les toux et rhumes. Le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a réaffirmé la disponibilité du département à accompagner les pharmaciens privés du Mali. Les pharmaciens sont les acteurs clés de la rendue disponible des médicaments sur toute l'étendue du territoire. Et donc tous les événements organisés par les pharmaciens sont les événements du département de la santé. C'est pourquoi cette journée nous intéresse à plus d'un titre, surtout que les thèmes de cette journée concernent les objectifs du millénaire pour le développement, notamment dans sa frange de protection maternelle et infantile. Le président du syndicat a profité de cette journée pour lancer un appel aux autorités pour sécuriser les officines qui sont de plus en plus victimes de cambriolage. Le président du syndicat a aussi remercié ses confrères pour leur adhésion à l'assurance maladie obligatoire AMO. Une alliance vient enrichir la société civile malienne. Il s'agit de l'alliance de la communauté arabe du Mali, Al-Karama. Les responsables de l'alliance étaient face aux journalistes ce matin. Le compte-rendu de la conférence de presse avec Nando Dambili. Se réjouissant de l'évolution positive de la situation politique et sécuritaire au Mali et de la réappropriation en cours par le gouvernement du processus enclenché par l'accord préliminaire de Ouagadougou, l'alliance de la communauté arabe du Mali, Al-Karama, a toujours affirmé avec force son attachement à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali, son attachement indéfectible à la cohabitation pacifique entre toutes les communautés nationales en général et celles du Nord en particulier. Se démarquant de toute branche armée, Al-Karama se veut une composante de la société civile malienne. Nous avons voulu partager avec les médias le fait que l'Alliance de la communauté arabe est une société civile qui s'inscrit dans des objectifs clairs tels que l'unicité du pays, et aussi s'inscrire comme
un acteur qui pourrait apporter sa contribution dans les processus de négociation inclusive dont la société civile doit être partie prenante. En plus de la déclaration sur la vision de l'Alliance, les responsables d'Al-Karama ont également formulé des recommandations, parmi lesquelles l'implication effective des organisations de la société civile nationale conformément au caractère inclusif du processus de négociation. Par ailleurs, Al-Karama réclame avec force le retour de ses militants réfugiés dans les pays voisins en vue des prochaines communales. En première région, le projet Améliorer la capacité et la résilience face au changement climatique dans le secteur agricole au Mali a remis un lot de matériel agricole aux associations féminines de la commune de Sandaré. C'est dans le cercle de Nuro du Sahel. Valeur du don, plus de 18 millions de francs CFA. ORTM Kai, reportage de Mahamadi Aloubari. D'une valeur de plus de 18 millions de francs CFA, ce lot d'équipement est composé de 6 paires de bœufs de labour, de 6 charrettes, autant d'ânes, de 6 sarues TM, 88 rouleaux de grillages et accessoires, 10 arrosoirs, 10 brouettes de fourneaux améliorés Sénignesigi, de semences et de produits phytosanitaires. Ces équipements et animaux sont destinés aux associations et groupements féminins des villages de Djalara, Assatchemala, Sandaré, Monzombougou, Samantara et Djabé. C'est un don du projet Améliorer la capacité et la résilience face au changement climatique dans le secteur agricole au Mali. La remise de ces équipements est une réponse à une doléance posée par les responsables des groupements concernés à l'issue d'une mission de sensibilisation et une mission, disons, de supervision de la mise en œuvre des activités sur le terrain, qui a donc s'est rendu compte combien les femmes dans la localité sont donc impliquées dans la lutte contre les changements climatiques. Les porte-paroles des bénéficiaires ont apprécié à sa juste valeur ce geste du projet. Abondant dans le même sens, le représentant du gouverneur de la région de Caille a invité les bénéficiaires à faire bon usage du matériel reçu, estimant que ces équipements contribueront à lutter efficacement contre les effets néfastes des changements climatiques auxquels la commune de Sandaré fait face. Financé par le PNUD à travers le Fonds mondial pour l'environnement et mis en œuvre par la Direction nationale de l'agriculture, ce projet a pour objectif de réduire le risque d'insécurité alimentaire dû au changement climatique au Mali en général et dans les 6 communes où il intervient en particulier. À Ségou, les acteurs intervenant dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement coordonnent leurs activités. Pour ce faire, une journée de concertation a été organisée par la Direction nationale de l'hydraulique en partenariat avec l'ONG WaterAid hier mercredi. Compte rendu Fousseini Samaki. Ces premiers cadres de concertation des acteurs intervenant dans le secteur de l'eau et l'assainissement devrait favoriser l'harmonisation et la coordination des activités menées par ces acteurs en partenariat avec l'ONG WaterAid pour une meilleure accessibilité et gestion de l'eau qui est une denrée rare et très précieuse. Aussi, il favorisera la visibilité des concepts de gestion concertée des ressources en eau et de l'assainissement durable avec les communautés. Un premier objectif, c'est l'apprentissage. Donc c'est l'échange entre les partenaires, l'échange entre les différentes régions, l'échange entre les différents intervenants dans la région. Le deuxième objectif, c'est de s'assurer qu'on a des données fiables dans le secteur. Mais aussi, comme il l'a dit, pour permettre aux différents acteurs de partager qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le secteur. La concertation de Ségou s'inscrit en droite ligne de la politique de l'eau et de l'assainissement du Mali. Nous souhaitons l'initiative d'instituer des réunions de cadre de concertation régionale des acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement et favoriser une meilleure coordination de la programmation et du suivi des projets et programmes par la Direction nationale de l'hydraulique et la Direction nationale de l'assainissement. WaterAid et ses partenaires accompagnent les efforts de l'État malien à travers l'amélioration de l'offre et la qualité des services d'alimentation en eau potable, hygiène et assainissement durable en faveur des populations.
L'ONG Al-Farouk vole au secours de 400 familles démunies. Parmi les bénéficiaires, 200 sont des Maliens rapatriés de la République centrafricaine. Le reportage de Sorona Kamisoko. L'ONG Al-Farouk a remis un don composé de 20 tonnes de mil, 10 tonnes de riz, 2 tonnes de sucre et 800 litres d'huile à 400 familles. Ce don a été réparti entre 200 familles des Maliens rapatriés de la République centrafricaine et 200 autres résidents à Bamako. Par cet acte, l'ONG vient de respecter la tradition. L'ONG, à sa création, à sa convention avec l'État malien, c'est pour venir au secours des Maliens en état d'urgence. Comme l'ONG Al-Farouk, toujours avec les problèmes difficiles, qui a toujours participé. Donc c'est fait l'un des cas qui fait les interventions de l'ONG Al-Farouk. C'est pour venir à secours à nos compatriotes qui ont été repatriés du Centrafrique. Cette ONG vient donc réaffirmer tout son rôle d'ONG humanitaire, mais surtout religieuse, et qui est là pour confirmer cette volonté de notre prophète Rasulullah, qui est de partager la détresse des autres. Et aujourd'hui, nous sommes là pour nos compatriotes qui ont été dans des situations exceptionnelles, se retrouver presque en réfugiés, donc en voyageurs en détresse. Et vous savez que le Coran le dit si bien, la part de l'orphelin, la part du voyageur en détresse sont des choses sacrées et protégées par Allah subhanahu wa ta'ala. D'un montant de 12 millions de francs CFA, ce geste de l'ONG Al-Farouk a été financé par la fondation Cheikh Izani Boun Abdallah du Qatar. La secrétaire générale de la Confédération syndicale internationale, Sharon Baron, est en visite de travail dans notre pays. Dans le cadre de sa tournée dans la sous-région, elle a rencontré à la Bourse du Travail le bureau exécutif de l'UNTM. Il s'agissait de s'imprégner des conditions de travail du bureau syndical, mais aussi des conditions de vie des travailleurs du pays. Fademba Keita. Prendre attache avec les centrales syndicales africaines affiliées, recueillir leurs préoccupations et discuter des mesures d'accompagnement, tel est le but de cette tournée de Mme Sharon Baron, secrétaire générale de la Confédération syndicale internationale. Cette prise de contact avec le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, est la deuxième du genre après celle effectuée au Ghana. Les priorités du mouvement syndical aujourd'hui, c'est d'abord l'emploi, particulièrement l'emploi des jeunes et universel. Il y a également le fait qu'il faut nécessairement insister sur le salaire minimum pour tout le monde et que ce salaire minimum permette aux gens de vivre. La visite de travail s'inscrit dans le cadre de la consolidation des actions entre les syndicats. Au Mali, elle coïncide avec deux faits majeurs: la grève des agents de la santé et les différends qui opposent les miniers compressés et leurs administrateurs. Nous en réjouissons parce que nous allons discuter avec eux des grandes préoccupations du monde du travail au Mali. Comment on peut admettre, conformément aux dispositions du Bureau international du travail, que l'administration ne doit en aucune façon s'immiscer dans la gestion, le fonctionnement et l'organisation des mouvements syndicaux, et que cette même administration se permet, avant la fin du mandat et sans leur consentement, faire muter les syndicalistes en violation de toutes les dispositions internationales et nationales. Oui, par rapport à la fin d'un contrat, mais non par rapport au non-paiement des droits liés à l'exercice du contrat dans les mines. Avant de rallier la Guinée-Conakry, troisième étape de sa tournée, Mme Sharon a eu des séances de travail avec le ministre de la fonction publique, puis avec les membres du bureau de la coordination syndicale des travailleurs du Mali, CSTM. Sport, à présent, nous parlons boxe. Dans le cadre de sa politique de développement de la discipline, la Ligue de boxe de Bamako organise régulièrement des galons itinérants. C'est le club Mohamed Ali de la commune 1 qui accueille le prochain tournoi avec une nouveauté, une récompense en nature pour le vainqueur du combat vedette et le retour de l'ancien champion du Mali, Adama Sidibé, dit Bogolin. Amara Maledialo pour le compte-rendu. Le combat itinérant entre les clubs de la Ligue de boxe de Bamako verront du nouveau ce 22 février sur le terrain de Korofina. En effet, la Ligue innove avec un prix pour le combat vedette de la soirée. Dans la catégorie des mi-moyens de 75 kg,
Le champion du Mali, Mohamed Keita Sougoulé, croisera les gants avec l'outsider de Caille, Modibo Diarra. Le vainqueur remportera une moto Jakarta flambant neuve offerte par le président d'honneur de la Ligue, l'honorable Omfa Sempara. C'est un événement de boxe qui rentre dans le cadre de l'exécution normale du programme d'activité de la Ligue de boxe du district de Bamako, qui, avec ses 11 clubs affiliés, pu mettre ce mécanisme sur place. Il s'agit en fait des galas, des événements de boxe organisés par les clubs eux-mêmes, en partenariat avec la Ligue de boxe du district de Bamako. Nous avons sollicité auprès de notre fédération qui a vraiment adhéré à la cause pour essayer de faire venir 3 ligues régionales qui sont la Ligue de Caille, la Ligue de boxe de Caille, la Ligue de boxe de Ségou et la Ligue de boxe de Sikasso. En plus de cette innovation, les amoureux de la boxe dans notre pays auront le plaisir d'assister au retour sur les rings de Adama Sidibé Bogolan contre le taureau de Sikasso, Noun Sangaré, champion du Mali dans la catégorie des mi-lourds. Cette politique de gala itinérant de la Ligue insufflera certainement un nouveau souffle à la boxe malienne. Je lance un appel à tous les sportifs de boxe, à plus tous les parents qui vont nous aider à faire soulever la boxe malienne au haut niveau. Pour le tour du club Mohamed Ali, 6 combats sont inscrits au programme. Sport toujours, cette fois football, championnat national Ligue 1. Comptons pour les matchs en retard. Le COB et l'USFAS sont fait match nul, 1 but partout. Le stade malien de Bamako a largement dominé l'ASOM, 3-0. Cette 8e journée s'est soldée par 7 matchs nuls. Le résumé des 2 matchs joués au stade Mamadou Konaté avec Diarra Konaté. En s'imposant face à la Somme, le stade malien de Bamako devient le seul club de Ligue 1 victorieux de cette 8e journée. Les Blancs avaient à cœur de détrôner les Rouges de Remakono de leur fauteuil de leader provisoire. Le coach Pascal Janin reconduit la formation victorieuse contre Sao Tomé. Le stade va, dans un premier temps, peiner face aux joueurs de Missira. Présents mentalement, les locataires de Sotiba surprennent les Olympiens de Missira. Lamine Diawara ne laisse aucune chance au portier à la 46e minute. 1-0, c'est le score à la pause. À la seconde période, les joueurs de la Somme subissent et finissent par craquer. Les Blancs obtiennent 2 autres buts, par Cheikh Mohamed Cherif Doumbia d'une frappe lointaine et par Lamine Diawara pour le 3e et 2e but personnel. 3-0, score final en faveur du stade malien de Bamako. En seconde heure, le COB et l'USFAS se rencontrent pour le compte du dernier match de cette 8e journée de Ligue 1 en retard. La première période sera marquée de part et d'autre par des déchets techniques. Le score nul et vierge sanctionne la première manche. La seconde période sera identique à la première, mais avec un but de chaque côté. À la 54e minute, Yogba Doumbia, au cœur de la défense adverse, bat le portier de l'USFAS. 1-0. Les militaires répliquent à la 77e minute par Mohamed Keita dans une défense fébrile des Olympiens. 1-1, c'est le score final. À l'issue de cette 8e journée, le stade prend la tête avec 21 points, suivi du Djoliba AC 19 points et du COB 15 points. Ces annonces, le ministère de la Jeunesse et des Sports informe le public sportif que la cérémonie officielle d'ouverture du tournoi de la paix, de l'amitié et de la solidarité aura lieu le samedi 22 février au stade Modibo Keita de Bamako. L'événement est placé sous la haute présidence du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keita. Mise en place terminée, 15h30. Autre communiqué, autre sujet, le collectif des ressortissants du Nord, Coren, a le regret de porter à la connaissance des invités et des associations membres de la plateforme pour la paix que la cérémonie de signature de la plateforme pour la paix prévue pour le samedi 22 février est reportée au samedi 1er mars 2014 à 10h au CICB. Ce report est dû à la volonté de l'ensemble des acteurs d'aller à plus de cohésion et de rassemblement pour une paix prometteuse et durable. C'est pourquoi le Coren invite toutes les associations et mouvements œuvrant pour la paix à venir adhérer massivement à la présente plateforme pour la paix.
Et puis avant de boucler cette édition, du nouveau dans vos kiosques, les éditions Diamana viennent de publier un ouvrage intitulé « Insertion urbaine des charretiers migrants dans l'agglomération dakaroise ». Cet ouvrage permet de comprendre le flux de l'exode rural en général et l'adaptation des charretiers migrants à la vie urbaine à Dakar. L'ouvrage est le produit d'une recherche réalisée par M. Seydou Diarra, professeur à l'Université des sciences, des techniques et des technologies ISTT de Bamako. Voilà donc une œuvre à avoir dans votre bibliothèque. Et puis tout à l'heure, Yaya Konaté vous donne rendez-vous dans l'entretien donc de la semaine. Les délégations de 16 pays sont attendues ce week-end à Bamako pour prendre part au tournoi de la paix et de l'amitié ainsi que de la solidarité. La compétition s'ouvre samedi. L'interview de la semaine donc s'intéresse ce soir au sujet. Yaya Konaté reçoit le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mamadou Gaussou Diarra. Entretien donc à suivre après ce journal qui s'achève. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain pour les informations retrouvées à 10h et 13h, Aïssata Ibrahim Maïga et le soir, Amadou Sankari. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme à tous sur l'ORTM.